La quiétude fragile du Sahel s'est brisée lorsqu'un drone MQ-9 Reaper a traversé le ciel à basse altitude, transformant un matin ordinaire en zone d'incertitude. Alors qu'il était censé cibler des groupes armés, l'appareil a au contraire verrouillé la trajectoire du convoi présidentiel, révélant un paradoxe glaçant entre technologie de précision et vulnérabilité politique. Que signifie pour la population le fait qu'Ibrahim Traoré ait été pris pour cible par une arme conçue pour frapper sans avertir? Dans un tel contexte, la souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une question immédiate. Ce qui s'est produit ce matin-là dépasse largement le cadre d'un simple incident militaire, car l'attaque avortée a exposé au grand jour la fragilité des États sahéliens face aux outils technologiques déployés sans consultation. Dans cette séquence, la promesse de cette analyse est de fournir une lecture rigoureuse, fondée sur les faits disponibles, pour comprendre comment un tir manqué peut ouvrir une brèche politique majeure. Le bénéfice pour le public est clair. Saisir, en une dizaine de mots, pourquoi la transparence devient un levier stratégique essentiel. Dès les premières heures, les versions concurrentes se sont multipliées. Erreur de ciblage pour certains, signal calculé pour d'autres, révélant une lutte silencieuse autour du contrôle de l'espace aérien africain. En refusant de réduire l'attaque à un simple malentendu technique, Ibrahim Traoré a repositionné le débat sur un terrain plus large, celui du droit des nations à comprendre ce qui vole au-dessus d'elles. Un micro-hook surgit alors. Si un État peut être visé sans notification, qu'en est-il de la sécurité de millions de citoyens? Derrière cette question se dévoile l'enjeu central. Déterminer si l'Afrique peut encore définir elle-même ses règles du jeu. 3 victimes civiles, un camion éventré et un missile Hellfire AX dont les lames métalliques ont remplacé l'explosion habituelle. Le mini-reveal apparaît dès les premières heures, lorsqu'il devient clair que la frappe n'a rien d'une bavure anodine. En retraçant la trajectoire du drone, les équipes techniques constatent une suite cohérente de cercles d'attente et de repositionnement, confirmant que la cible initiale était bien le convoi transportant Ibrahim Traoré. Ces données, que l'on aurait pu croire marginales, dévoilent au contraire une opération pensée pour éliminer un individu précis. Ce premier chiffre, 3 morts civiles, révèle un second paradoxe. Une arme dite chirurgicale produit malgré tout un drame humain irréversible. C'est à partir de cette dissonance que la trame causale commence à se déployer. Dans les heures suivantes, le discours officiel de certains partenaires étrangers évoque un incident isolé. Pourtant, la nature même du missile, les manœuvres du MQ-9 Reaper et l'absence totale de communication préalable avec Ouagadougou nourrissent un doute profond. Pourquoi un engin conçu pour des éliminations ciblées plutôt que pour des frappes classiques aurait-il été engagé dans un espace aérien où aucun conflit déclaré n'était en cours? Face à cela, Ibrahim Traoré adopte une posture inhabituelle dans la région. Demander la publication des données radars, des débris collectés et des images satellitaires. En privilégiant une stratégie d'exposition plutôt que de dissimulation, il transforme un acte hostile en caisse de résonance continentale. Le contexte géopolitique amplifie cet effet. Compétition d'influence au Sahel, recomposition des alliances et méfiance croissante envers les opérations extérieures menées au nom de la lutte antiterroriste. Ainsi, le mini-reveal ne se limite pas à la découverte d'un missile. Il jette la lumière sur un système entier où le survol d'un pays africain peut se faire sans autorisation formelle et où la frontière entre coopération et ingérence se brouille dangereusement. La question suspendue depuis le premier tir trouve ici son angle. Si l'élimination d'un chef d'État peut être tentée sans cadre légal, alors que reste-t-il du droit souverain des nations sahéliennes? Pour comprendre la portée de cet épisode, il faut examiner la figure d'Ibrahim Traoré non pas comme un simple chef d'État, mais comme un acteur témoin plongé au cœur d'un dispositif opaque. Sa réaction immédiate, ni cri de vengeance,
ni campagne d'intimidation, tranche avec les réponses habituelles observées dans les crises sahéliennes. Au lieu de se retrancher derrière les protocoles sécuritaires, il choisit de s'exposer, de parler publiquement et d'exiger que les preuves matérielles soient mises à disposition. Ce geste, simple en apparence, modifie profondément la grammaire politique de la région. Dans les jours qui suivent, les équipes burkinabées organisent une collecte méthodique des fragments du Hellfire RMX, LAMES, structure interne, résidus métalliques. Habitants des zones rurales, membres des forces de sécurité et techniciens collaborent pour reconstituer l'arme. Cette démarche crée pour la première fois depuis longtemps un sentiment collectif de contribution à la vérité. La logique habituelle de silence et de communication minimaliste laisse place à un processus où la population devient témoin active. Sur les réseaux sociaux, les premiers récits visuels de l'attaque circulent. Ils montrent l'ampleur de la frappe et renforcent l'impression que le drame n'est pas une aberration, mais un symptôme. Ce glissement du récit, du spectaculaire à l'analytique, doit beaucoup à la posture de Traoré. Il organise le récit plutôt que de le subir. Ce rôle de guide n'efface pas la gravité de l'événement, mais donne un fil conducteur au public. En suivant la trajectoire politique ouverte par Traoré, l'opinion découvre que les conséquences d'une frappe manquée peuvent redéfinir la place d'un pays dans l'échiquier régional et rappeler qu'au Sahel, la vérité constitue souvent le premier acte de protection. L'enchaînement commence dans une apparente banalité. Un matin clair où le convoi présidentiel se met en route, accompagné du dispositif de sécurité habituel. Quelques kilomètres plus loin, pourtant, les opérateurs burkinabés détectent une trajectoire aérienne inhabituelle, un MQ-9 Reaper, volant à une altitude intermédiaire, suivant un schéma de surveillance qui n'a rien de routinier. Ce premier signal constitue le déclencheur. Il montre qu'un appareil étranger surveille méthodiquement un périmètre où se trouve Ibrahim Traoré, sans que le Burkina Faso n'ait été préalablement informé. En quelques minutes, le Reaper modifie sa vitesse, stabilise son altitude, puis adopte un angle de descente. La séquence correspond à un mode opératoire bien connu. Verrouillage, ajustement, tir. Lorsque le Hellfire RMX est lancé, l'onde de choc politique est déjà en gestation. La frappe ne touche pas le véhicule blindé qui transporte Traoré. Elle s'abat sur un camion civil, fauchant 3 vies en un instant. Ce moment fait office de climax. Ce n'est pas seulement une attaque ratée, mais une intervention armée, conduisant à la mort de non-combattants dans un pays qui n'est engagé dans aucune guerre ouverte avec l'État propriétaire du drone. À partir de là, l'affaire quitte le cadre technique pour entrer dans la sphère géopolitique. Les premières heures sont marquées par un silence pesant de la part des partenaires occidentaux, tandis que les autorités burkinabées s'efforcent de sécuriser la zone. Les habitants accourent, filment, décrivent ce qu'ils voient. Un camion sectionné net, des lamelles métalliques incrustées dans les parois, aucun cratère d'explosion. Ces images soutiennent la thèse d'une frappe chirurgicale. Elles invalident toute hypothèse de tir d'artillerie improvisé ou d'accidents liés à des groupes armés locaux. Le lendemain, l'analyse technique s'accélère. Les fragments recueillis démontrent qu'il s'agit bien d'un RMX, une variante conçue spécialement pour des éliminations ciblées. Les officiers burkinabés recoupent alors l'heure du tir, la position du convoi et la trajectoire du drone. L'ajustement des données crée une image cohérente. Si l'arme avait suivi son angle d'approche prévu, elle aurait frappé le véhicule de Traoré. Cette découverte déclenche l'onde de choc. Le gouvernement décide de publier progressivement les résultats préliminaires, refusant le schéma classique d'attente diplomatique. Les questions s'enchaînent. Qui a autorisé ce survol? Pourquoi ce missile en particulier? Quelles règles ont été violées? Et surtout, comment expliquer l'absence de communication immédiate de la part des États impliqués? Cette dynamique brise un tabou régional. Jusque-là, les survols de drones étrangers étaient rarement contestés, présentés comme partie intégrante de la lutte contre le terrorisme. Mais l'attaque avortée contre Ibrahim Traoré rebat les cartes.
Dans plusieurs capitales sahéliennes, officiers et conseillers politiques commencent à scruter leurs propres accords de coopération. Finalement, l'épisode agit comme un révélateur brutal. Une intervention non autorisée peut modifier en quelques minutes l'équilibre politique d'un pays, semer le doute dans la population et remettre en cause tout l'édifice sécuritaire du Sahel. Ce n'est plus seulement un tir manqué, mais l'événement qui oblige une région entière à regarder ses alliances et ses vulnérabilités en face. L'analyse des preuves matérielles recueillies après l'attaque manquée constitue le cœur de la démonstration burkinabé. Contrairement aux réactions précipitées souvent observées dans la région, les autorités ont choisi d'ériger une base factuelle solide, permettant de comprendre la logique du tir et d'en mesurer la portée. Cette section repose sur 3 mesures clés: données radar, fragments du missile, chronologie précise, chacune accompagnée d'une explication destinée à éclairer le public et à contrer les récits minimisateurs. L'ensemble dessine une trajectoire claire. L'incident ne s'apparente guère à un accident isolé, mais bien à une action ciblée, dont l'intention initiale peut être déduite à partir des écarts successifs observés. Les opérateurs burkinabés ont intercepté une série de points GPS indiquant que le MQ-9 Reaper a survolé la zone durant près de 10 minutes, en effectuant des orbites régulières autour de l'axe emprunté par le convoi présidentiel. Cette durée est significative. Un simple transit aurait traversé l'espace aérien en quelques dizaines de secondes. La boucle d'observation, baseline, révèle un comportement d'attente, typique d'une phase de confirmation visuelle ou thermique. Le delta vient du changement abrupt de trajectoire, capté à la fin de la séquence. Une descente contrôlée, alignée avec la route empruntée par le véhicule transportant Ibrahim Traoré, avant que le missile ne soit finalement déclenché. L'explication est claire. Le comportement du drone correspond davantage à une mission de ciblage qu'à un vol de surveillance classique. Les débris récupérés sur le lieu de l'impact montrent, sans ambiguïté, qu'il s'agit d'un Hellfire R9X, identifiable à ses lames externes en acier et à l'absence de charge explosive. Cette arme a été développée spécifiquement pour des éliminations précises, limitant l'onde de choc mais maximisant la létalité sur une cible unique. Le baseline consiste en l'identification du modèle, tandis que le delta réside dans la discordance entre la finalité de ce missile et le narratif avancé par certaines sources étrangères évoquant une erreur de ciblage. L'explication associée est simple. On ne choisit pas un F1X pour neutraliser un groupe insurgé non identifié, mais pour atteindre un individu particulier, dans un contexte de haute sensibilité. Ce contraste alimente la thèse que la tentative visait bien un point précis du convoi, non un véhicule civil circulant à proximité. Selon l'enquête technique, moins de 25 minutes se sont écoulées entre la première apparition du drone sur les radars burkinabés et l'impact du missile sur le camion civil. Ce laps de temps, relativement court à l'échelle d'une opération militaire, suffit pourtant à révéler une mécanique d'action qui ne peut être résumée à une réaction improvisée. Le baseline repose sur la synchronisation des données recueillies auprès des unités de terrain, des caméras routières et des relevés internes. Le delta s'observe dans la parfaite superposition entre le déplacement du convoi et les inflexions du drone, comme si chaque variation de vitesse du cortège entraînait un ajustement correspondant dans la trajectoire aérienne. L'explication induite, ce suivi cohérent, reflète un ciblage dynamique, incompatible avec la notion d'erreur accidentelle. Pris séparément, ces 3 éléments sont des données techniques. Ensemble, ils s'y forment une architecture argumentative robuste qui conforte la démarche de transparence initiée par Ibrahim Traoré. La logique baseline, Delta n'a pas uniquement servi à démontrer l'origine de l'attaque. Elle a permis de replacer le débat dans un cadre méthodique, d'opposer une rigueur factuelle au récit flou et, surtout, d'offrir au public africain les outils nécessaires pour comprendre ce qui s'est réellement joué dans le ciel du Burkina Faso. Pour traiter l'affaire avec rigueur,
Il faut commencer par accorder à chaque camp la meilleure version possible de son argumentaire. C'est le principe du Stillman, reconstruire les thèses adverses dans leur forme la plus solide avant de les examiner. Dans ce dossier, deux lectures dominantes se dessinent, chacune s'appuyant sur des justifications qui méritent d'être traitées sérieusement, même si les faits techniques finiront par en révéler les limites. Selon ce point de vue, Hugo, le MQ-9 Reaper aurait opéré dans le cadre d'une mission régionale classique, visant la surveillance d'itinéraires où circulent régulièrement groupes armés, trafiquants et cellules affiliées à des mouvances terroristes. L'hypothèse centrale affirme que le missile aurait été déclenché sur la base d'un renseignement imparfait, peut-être trompeur, menant les opérateurs à confondre un véhicule civil avec une cible hostile mobile. La cohérence interne de cette thèse repose sur l'idée que le Sahel demeure un théâtre hétérogène, où les marges d'erreur sont nombreuses et les conditions d'identification difficiles. Dans ce scénario, la présence d'un R9X serait interprétée comme la conséquence d'une décision prise à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres, par des chaînes hiérarchiques opérant avec des informations fragmentaires. L'argument essentiel affirme que le tir ne viserait pas un individu précis, mais s'inscrirait dans une stratégie plus large d'élimination des menaces. Des menaces émergentes. La justification met en avant la vitesse des cycles décisionnels militaires et le risque de surévaluer un signal perçu comme dangereux. Ces deux thèses, dans leur version optimale, partagent un même présupposé, le caractère involontaire de l'attaque. Pourtant, lorsqu'on les confronte aux données recueillies, trajectoire en orbite, alignement avec l'itinéraire du convoi, nature même du missile, leur crédibilité se fissure. Le suivi dynamique du cortège n'est compatible ni avec un tir improvisé, ni avec une logique de menace diffuse. Quant au choix du R9X, il contredit directement l'idée d'une neutralisation de groupe. Ainsi, la réfutation ne se fonde pas sur une mise en cause émotionnelle, mais sur les incohérences internes révélées par les preuves. Le Stillman montre une chose. Même lorsque les meilleures justifications sont accordées aux versions alternatives, la matérialité des faits finit par les dépasser. Le basculement se produit ici. Au milieu de la tourmente, Ibrahim Traoré opère une translation stratégique qui transforme l'affaire d'un tir manqué en levier continental. Là où nombre d'États ont choisi la discrétion ou la négociation bilatérale, il ouvre un nouveau chapitre, l'idée d'un mécanisme africain de défense concerté, pensé pour réduire la vulnérabilité des nations face aux appareils opérant sans autorisation. Ce pivot marque un changement de posture. D'une cible potentielle, il devient moteur d'une réflexion collective sur la souveraineté aérienne. Les premiers échanges qu'il initie avec ses homologues du Sahel s'articulent autour d'un constat partagé. Tant que chaque pays réagira isolément aux incursions de drones étrangers, les violations continueront. En évoquant une architecture coopérative, partage de données radar, protocole de réaction coordonnée, cadre de transparence multilatérale, il place la question de la sécurité au-dessus des clivages traditionnels. Ce midpoint reveal reconfigure donc la lecture du récit. L'incident ne représente plus seulement une tentative d'élimination ciblée. Il devient une opportunité politique permettant de pousser l'Afrique à définir ses propres règles face aux puissances extérieures. Là réside l'enjeu, passer de la réaction à la structuration. Les répercussions de la frappe manquée dépassent largement le champ militaire. Elles traversent l'appareil d'État, les acteurs économiques, la société civile et l'équilibre régional. En cela, l'affaire ne peut plus être abordée comme un simple épisode de Burkina Faso News, mais comme un tournant structurel imposant à chaque niveau une réévaluation de ses certitudes et de ses mécanismes de protection. Pour le gouvernement burkinabé, l'incident agit comme un électrochoc institutionnel. Les ministères concernés, défense, sécurité, affaires étrangères, revoient en urgence
les accords encadrant le survol des drones militaires étrangers. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une nouvelle doctrine s'esquisse. Toute présence aérienne non signalée constitue désormais une violation souveraine, et non une ambiguïté diplomatique. Les échanges internes révèlent également un besoin accru d'autonomie technologique, tant pour la détection que pour la gestion de crise. L'État découvre ainsi que le ciel peut devenir une faille politique dès lors qu'il n'est pas contrôlé. Les compagnies minières, énergétiques et logistiques, très présentes au Burkina Faso, interprètent l'incident comme un signal de fragilité systémique. Une attaque ciblée, menée sans accord local, remet en question la stabilité nécessaire à la projection économique. Les entreprises n'ignorent pas que leurs opérations dépendent d'un minimum de prévisibilité sécuritaire. Or, le tir sur un camion civil prouve qu'un territoire peut devenir champ d'action de puissance extérieure en quelques minutes. Beaucoup réévaluent alors leur dispositif de continuité d'activité, et certaines plaident pour une coopération renforcée avec les autorités locales, plutôt qu'avec des partenaires étrangers non transparents. Pour les Burkinabés, la mort des 3 civils transforme l'incident en drame humain. Le discours sur la souveraineté, souvent perçu comme abstrait, s'incarne brutalement dans des corps sans vie. La population réalise que les décisions prises loin d'elle peuvent la frapper sans avertissement. Les Corses jeunes, en particulier, se saisissent de l'affaire. Ils partagent des extraits de Ibrahim Traoré interview pour comprendre pourquoi le président a été visé et pourquoi la transparence est devenue une arme politique. L'attaque crée un effet paradoxal. Elle renforce l'adhésion populaire autour de l'idée d'indépendance stratégique, car chacun mesure désormais que l'absence de contrôle aérien expose la société à des risques invisibles. Au-delà des frontières, l'incident agit comme un révélateur. Les capitales du Sahel, Bamako, Niamey, N'Djamena, comprennent qu'un événement similaire pourrait les toucher. Les discussions internes s'intensifient, avec en toile de fond l'idée d'un cadre régional de surveillance partagée. L'orientation proposée par Ibrahim Traoré, centrée sur la coopération défensive africaine, gagne en crédibilité. Elle offre une réponse structurée. Un problème qui dépassait jusqu'ici les moyens individuels de chaque État. Ainsi, à travers ces 4 prismes, l'attaque manquée cesse d'être un épisode isolé. Elle devient un pivot, capable de remodeler les pratiques étatiques, de bousculer les logiques économiques, d'éveiller la conscience citoyenne et de reconfigurer les relations de sécurité au Sahel. L'incident s'impose comme une ligne de fracture, dessinant un avant et un après. Penser l'évolution de la situation implique de projeter le Burkina Faso dans 3 trajectoires possibles, sans attribuer de probabilité, mais en identifiant les dynamiques structurantes révélées par l'attaque manquée. La séquence ouverte par le tir de drone, combinée à la posture de transparence adoptée par Ibrahim Traoré, crée un champ d'évolution où les réponses politiques, régionales et sécuritaires peuvent diverger fortement. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ce sont des cadres qui permettent d'anticiper les lignes de tension et les opportunités susceptibles d'émerger dans l'année à venir. Dans ce premier cas, les acteurs internationaux impliqués choisissent donc d'éviter l'escalade et laissent l'affaire s'estomper. À Ouagadougou, les institutions renforcent leurs mécanismes internes de surveillance aérienne et révisent discrètement les accords bilatéraux. Les discussions avec les pays du Sahel progressent, mais sans annonce spectaculaire. Un réseau d'échanges techniques se met en place, orienté vers la détection et la réaction coordonnée aux incursions non autorisées. Le calme apparent masque en réalité une recomposition profonde des pratiques sécuritaires, marquée par l'idée que le Burkina ne peut plus se permettre d'être surpris. Dans cette hypothèse, l'onde de choc de l'attaque accélère la consolidation d'une défense collective sahélienne. Les propositions de Ibrahim Traoré, partage systématique des données radars, cadre d'autorisation multilatérale pour les vols militaires étrangers, mécanismes d'alerte rapide, trouvent une adhésion réelle auprès des pays voisins.
L'Union africaine soutient l'initiative et des partenariats techniques internes au continent se renforcent. L'incident devient ainsi un catalyseur d'autonomie stratégique, permettant au SACL d'affirmer une présence plus forte dans les négociations internationales. Dans ce dernier cas, les puissances extérieures minimisent l'incident, ignorent les demandes d'explication et poursuivent leurs opérations aériennes comme auparavant. L'absence de transparence nourrit alors un climat de défiance croissante. À l'intérieur du Burkina, un sentiment d'insécurité politique se développe. À l'extérieur, les États sahéliens, incapables de s'aligner sur une réponse commune, voient leurs relations se tendre. Cette fragmentation ouvre la voie à de nouvelles violations de l'espace aérien, chacune aggravant un peu plus l'érosion de la souveraineté régionale. Pris ensemble, ces trois scénarios rappellent une réalité simple. L'année qui suit une attaque manquée n'est jamais une période neutre. Elle constitue un champ de recomposition, où la manière d'agir, ou de ne pas agir, peut redéfinir la place du Burkina Faso et de ses voisins sur la carte stratégique du Sahel. L'incident qui a visé le convoi présidentiel ne concerne pas uniquement les chancelleries ou les analystes militaires. Il s'inscrit dans un espace plus vaste, celui des perceptions citoyennes et des représentations collectives. Trois cercles sont particulièrement touchés: les sociétés des pays impliqués dans des opérations extérieures, les diasporas africaines et la jeunesse globale qui observe l'évolution des technologies de guerre à distance. Chacun, à sa manière, se trouve interpellé par la séquence ouverte au Burkina Faso. Pour ces populations, l'affaire bouscule la confiance accordée à leurs institutions. L'idée qu'un drone puisse frapper un pays non belligérant sans notification préalable interpelle ceux qui croient à la transparence démocratique. Ils s'interrogent: si leur gouvernement revendique des opérations précises et contrôlées, comment expliquer l'usage d'un missile conçu pour éliminer un individu dans un contexte où se trouvait Ibrahim Traoré? Cette dissonance crée un espace critique qui oblige à reconsidérer les mécanismes de surveillance parlementaire des opérations militaires. Pour elle, l'incident n'est pas un simple fait divers. Il réactive une mémoire collective marquée par les ingérences répétées et par l'asymétrie structurelle des rapports internationaux. L'épisode donne une portée nouvelle au discours sur la souveraineté. Les communautés se saisissent des débats, partagent les images, commentent les prises de parole officielles et trouvent dans la posture de transparence de Traoré un signal d'affirmation. Le récit national burkinabé se transforme alors en miroir identitaire pour beaucoup. Née dans un environnement saturé de technologies autonomes, elle voit soudain les limites du récit selon lequel la guerre à distance propre ou chirurgicale. L'erreur mortelle qui coûte la vie à 3 civils rappelle que la distance entre opérateur et cible ne réduit pas la gravité des conséquences pour ceux qui se trouvent au sol. À travers ces 3 cercles, l'incident dépasse son cadre national. Il devient une expérience témoin des tensions entre souveraineté, technologie et responsabilité. La réponse déployée par Ibrahim Traoré face à la frappe manquée offre un modèle d'action structuré, articulé autour d'une logique méthodique, plutôt que d'un réflexe émotionnel. Cette approche peut être déclinée en 5 étapes cohérentes, formant une véritable feuille de route pour tout État confronté à une violation de son espace aérien ou à une opération menée sans son consentement. L'objectif n'est pas de proposer un protocole idéal, mais d'extraire des principes éprouvés dans cette séquence particulière et d'identifier les leviers susceptibles d'être reproduits ailleurs en Afrique. La première étape consiste à protéger le site d'impact, empêcher la contamination des preuves et organiser le prélèvement des fragments pertinents. La gestion initiale de la scène conditionne l'intégrité de toute l'enquête ultérieure. Il s'agit de synchroniser les données radars, les déplacements officiels, les images satellitaires et les témoignages directs. Cette ligne du temps permet de neutraliser les narratifs déformants
et sert de socle à la communication publique. Plutôt que de rester dans le tête-à-tête diplomatique, Traoré a porté l'affaire devant les forums régionaux, amplifiant ainsi la portée de l'incident et transformant une violation bilatérale en problématique multinationale. Cette étape ouvre la voie à des mécanismes durables. Partage d'informations, protocole d'alerte, réflexion sur un bouclier africain. L'objectif est d'éviter que chaque pays ne réagisse isolément, augmentant sa vulnérabilité. En exposant la réalité des faits, Ibrahim Traoré a réduit l'espace laissé aux spéculations. La transparence devient ici un outil de stabilisation interne. En synthèse, cette feuille de route montre qu'une crise aiguë peut devenir un levier de structuration si elle est traitée avec méthode, pédagogie et constance stratégique. Au cœur de l'affaire, l'image revient toujours. Ce camion civil, fendu net par les lames du missile, vestige silencieux d'un matin où 3 vies ordinaires ont été balayées par une décision prise loin du Burkina Faso. C'est de cet endroit brutal que Ibrahim Traoré a choisi de repartir. Non pas en héroïsant la douleur, mais en refusant que ses victimes disparaissent dans la marge d'un rapport militaire étranger. En réclamant la vérité, il a transformé un fragment de métal, un débris sans nom, en point de départ d'un récit collectif sur la souveraineté. Le motif du si témoin involontaire revient. Traoré n'a pas seulement échappé à la frappe, il s'est retrouvé chargé de raconter ce que beaucoup, ailleurs en Afrique, ont vécu, sans pouvoir le verbaliser. Son calme après l'attaque n'est pas un silence, mais une posture. Celle de rappeler que les pays sahéliens ont le droit d'exiger des explications, de contester les versions minimisantes et de nommer ce qui s'est réellement déroulé dans leur ciel. Dans cette séquence, le Sahel cesse d'être un terrain neutre. Il devient un espace où la dignité, la mémoire et la vérité se rejoignent. Et si une phrase devait résumer ce moment, ce serait celle-ci. La souveraineté commence là où les peuples refusent d'être tenus dans l'ombre.